Je m'appelle Thomas, j'ai aujourd'hui 32 ans, et ce que je m'apprête à vous raconter s'est déroulé il y a presque une décennie, dans un petit village reculé du Finistère, en Bretagne. À l'époque, j'étais un jeune homme un peu perdu, enchaînant les emplois précaires pour payer mes études. Mon oncle, Yves, dirigeait la petite entreprise de pompes funèbres du canton. Dans nos campagnes isolées, les traditions ont la peau dure, et certaines coutumes ancestrales refusent de s'effacer face à la modernité. Parmi elles, la veillée funéraire à domicile restait une étape incontournable pour les familles les plus traditionnalistes. Mais parfois, les proches, trop âgés, trop éloignés ou simplement terrifiés par la mort, ne pouvaient pas assumer cette tâche. C'est là que j'intervenais. Mon oncle me payait au noir pour passer la nuit dans la maison du défunt, assis dans un fauteuil, à veiller le corps jusqu'au lever du soleil. C'était censé être de l'argent facile. Il suffisait de lire un livre ou de fixer le mur en attendant l'aube. Cependant, mon oncle avait des règles non écrites, issues du profond folklore breton, qu'il m'avait inculquées avec une sévérité glaçante. La première, toujours laisser une fenêtre de la pièce légèrement entr'ouverte, peu importe le froid ou la tempête, pour permettre à l'âme du mort de quitter les lieux et de rejoindre l'encou, l'ouvrier de la mort. La deuxième, recouvrir chaque miroir ou surface réfléchissante de la pièce avec un drap noir épais. Selon les anciens, si l'âme du défunt se voyait dans un miroir avant son départ, elle y resterait emprisonnée, corrompue par son propre reflet. Et enfin, la troisième règle, la plus insaisissable mais la plus terrifiante. Si vous êtes seul avec un mort dans l'obscurité, ne lui tournez jamais le dos de manière prolongée. Jusqu'à cette fameuse nuit de novembre, je considérais ces consignes comme de simples superstitions locales destinées à effrayer les enfants. Il pleuvait à verse, une de ces pluies d'automne bretonnes qui fouettent les visages et transpercent les os. Je devais veiller M. Kervarec, un vieil homme solitaire et bourru qui vivait reclus dans une imposante et lugubre bâtisse en pierre, à la lisière des Landes brumeuses. Il avait été retrouvé sans vie dans son lit, apparemment foudroyé par une crise cardiaque fulgurante. Lorsque je suis entré dans la chambre mortuaire, une odeur écœurante m'a instantanément pris à la gorge. Un mélange âcre de naphtaline, de renfermé et de cette odeur sucrée, métallique, indissociable des prémices de la putréfaction. Monsieur Kervarec était étendu sur son lit, à baldaquin. Son visage m'a immédiatement mis profondément mal à l'aise. La mort n'avait pas été paisible pour cet homme. Ses traits étaient figés dans une grimace de terreur absolue, ses sourcils atrocement froncés, et malgré les efforts de mon oncle pour lier sa mâchoire avec un bandage blanc, ses lèvres semblaient vouloir s'étirer dans un hurlement muet. Ses yeux, recouverts de petites pièces de monnaie en cuivre pour les maintenir clos, donnaient à son visage un aspect macabre et horriblement antique. Mon oncle avait déjà préparé la pièce en amont. Une lourde tenture noire recouvrait la grande armoire à glace en chêne massif qui faisait face au lit. La petite lucarne au-dessus du bureau de bois massif était entr'ouverte d'une dizaine de centimètres, laissant s'engouffrer un sifflement sinistre dû au vent qui balayait la lande à l'extérieur. Mon oncle m'a tapoté l'épaule, le visage grave, en me recommandant formellement de ne pas m'endormir, puis il est parti dans la nuit, me laissant seul, enfermé avec le silence lourd de la maison et la froideur de la mort. Les premières heures furent horriblement lentes. Assis dans un vieux fauteuil en velours usé, éclairé par la seule lumière vacillante d'une lampe de chevet jaune et poussiéreuse, j'écoutais le tic-tac obsédant et métronomique de l'horloge comtoise du couloir. Autour de 2 heures du matin, la tempête a soudainement redoublé d'intensité. Les rafales cognaient contre la façade en pierre avec une violence inouïe. Soudain, un coup de vent particulièrement brutal s'est engouffré par l'entrebâillement de la fenêtre. La pression de l'air a fait voler la vieille poignée, et la fenêtre s'est refermée dans un claquement assourdissant qui m'a fait bondir de mon siège. Je me suis levé précipitamment pour rouvrir le battant, me souvenant immédiatement de la première règle de mon oncle. Mais le vieux bois humide du cadre avait gonflé avec les intempéries, et le loquet, rongé par la rouille, s'était violemment coincé dans la gâche. J'ai tiré sur la poignée, forcé de toutes mes forces en m'écorchant les paumes, en vain. La fenêtre était irrémédiablement bloquée.
L'air ne circulait plus. L'âme, si elle flottait encore dans la pièce, ne pouvait plus en sortir. En me retournant, frustré et envahi par une angoisse soudaine, j'ai remarqué un autre détail effrayant. Le puissant courant d'air avait fait glisser le lourd drap noir qui recouvrait l'armoire à glace. Le miroir était désormais à moitié découvert, exposant sa surface terne et piquée par les décennies. J'ai marché d'un pas rapide vers l'armoire pour remettre le tissu en place. C'est à ce moment précis que le lent glissement vers la folie a véritablement commencé. Alors que je tendais la main pour saisir le coin du drap tombant, j'ai machinalement jeté un coup d'œil au reflet du lit situé derrière moi. Mon sang s'est littéralement glacé dans mes veines, figeant mon bras en l'air. Dans le miroir, le corps de M. Kervarek était différent. Le bandage censé maintenir sa mâchoire fermée avait disparu de son visage, et sa bouche était béante, formant un trou noir, disproportionné et effroyablement asymétrique. Pris d'une panique incontrôlable, je me suis retourné d'un bloc vers le véritable lit. La respiration haletante, j'ai fixé le cadavre. Le bandage était parfaitement en place. Sa mâchoire était scellée. Absolument tout était normal. J'ai fermé les yeux à plusieurs reprises, pressant fortement l'arête de mon nez. J'étais épuisé, voilà tout. Mon cerveau, nourri par les stupides superstitions de mon oncle et l'ambiance lugubre des lieux, me jouait des tours. J'ai pris une grande inspiration saccadée, tournant à nouveau le dos au lit pour m'occuper définitivement du miroir. Mais avant même que mes doigts n'effleurent le drap noir, un bruit sourd a tétanisé chaque muscle de mon corps. Asterisk SCRRTCH. SCRRTCH. Asterisk. Le frottement rugueux d'un tissu lourd. Le froissement distinct des draps sur le lit derrière moi. Mon esprit rationnel s'est mis à hurler des explications pour me rassurer. C'était la rigidité cadavérique. Les muscles se contractent, les gaz mortuaires s'échappent, les tendons se raidissent en se refroidissant. C'est un phénomène naturel, bien documenté. Les cadavres bougent parfois légèrement, ils émettent des sons. Sauf que ce n'était pas un simple spasme erratique. Le bruit était lent, lourd, délibéré et continu. Et pire encore, la température de la pièce a brutalement chuté et une nouvelle odeur a commencé à saturer l'espace clos. Une odeur épouvantable de vase stagnante, de terre fraîchement retournée et de viande avariée, balayant complètement les effluves chimiques de naphtaline. La terreur me clouait sur place, face à ce foutu miroir. Je n'osais pas me retourner, terrifié à l'idée d'affronter la réalité physique et macabre de ce qui se trouvait dans mon dos. Alors, de manière presque masochiste, j'ai regardé dans la glace. Dans le reflet argenté et déformé par les imperfections du vieux verre, le drap blanc qui recouvrait le corps de M. Kervarek glissait millimètre par millimètre vers le sol. Les lourdes pièces de cuivre qui couvraient ses yeux étaient tombées sur l'oreiller. Sous ses paupières grandes ouvertes, il n'y avait que du blanc. Des globes oculaires vitreux, sans iris ni pupille, qui fixaient intensément l'arrière de mon propre crâne à travers le reflet. Et soudain, dans un craquement d'os abominable, comme si des articulations mortes et asséchées étaient pliées bien au-delà de leurs limites naturelles, le cadavre dans le miroir s'est assis sur le matelas. Ces mouvements n'avaient absolument rien d'humain. C'était saccadé, mécanique, d'une lenteur agonisante, rappelant une marionnette désarticulée dont on tirerait brusquement les ficelles invisibles. La chose assise sur le lit, dans le reflet du miroir, n'était plus M. Kervarek. C'était une anomalie contre nature, une odieuse usurpation charnelle. J'ai voulu hurler à plein poumon, mais ma gorge était littéralement scellée par l'épouvante. Dans la réalité matérielle de la pièce, juste derrière moi, le lit grinçait bruyamment sous le poids évident d'un corps qui se redressait. Asterisk crack. Astérisque les vieux ressorts du matelas pleuraient sous l'effort. Les bruits physiques réels correspondaient désormais avec une précision insoutenable à l'abomination visuelle du miroir. L'horreur psychologique de la situation était totale. Je devais impérativement me retourner pour m'enfuir vers la porte du couloir, mais cela impliquait de regarder directement cette chose hideuse. Et la troisième règle de mon oncle résonnait comme un glas funèbre dans ma tête. Astérisque ne lui tourne jamais le dos astérisque.
J'étais en train de violer la règle de la pire des manières possibles, piégé par l'attraction morbide du reflet de la vérité. Dans le miroir, la chose qui habitait désormais le cadavre a lentement, très lentement, tourné sa tête hideuse vers moi. Sa mâchoire désarticulée s'est mise à trembler. Dans l'espace confiné et glacé de la chambre mortuaire, j'ai alors entendu un son guttural, incroyablement profond, qui ne pouvait anatomiquement pas sortir des cordes vocales d'une gorge morte. Une respiration râpeuse, humide, suivie d'un murmure guttural prononcé dans une langue rugueuse, presque animale. Des syllabes dures et archaïques qui faisaient vibrer l'air glacial de la pièce. Puis, toujours dans le miroir, le cadavre a basculé ses jambes raides par-dessus le bord du lit. Ses pieds nus, d'une pâleur cadavérique écœurante aux ongles craquelés, ont touché le plancher. Un bruit mat de talons osseux frappant le parquet s'est répercuté derrière moi. Astérisque, claque, astérisque. Un premier pas lourd. Astérisque, claque, astérisque. Un deuxième pas, effroyablement plus proche. L'instinct primal de survie a instantanément pulvérisé ma paralysie. Poussant un hurlement de terreur pure et animale, je me suis jeté en avant, heurtant violemment l'armoire, et j'ai foncé vers la porte en bois située sur ma droite. Je ne me suis absolument pas retourné pour regarder le lit ou la créature. J'ai agrippé la poignée en fer forgé, je l'ai ouverte à la volée manquant de l'arracher de ses gonds, et je me suis engouffré dans le couloir plongeant dans l'obscurité. Je n'ai pas perdu une fraction de seconde à chercher un interrupteur. J'ai dévalé l'escalier en chaîne dans le noir total, trébuchant à plusieurs reprises, le souffle court, le cœur menaçant littéralement d'exploser contre mes côtes. J'ai arraché le verrou de la lourde porte d'entrée et je me suis jeté à corps perdu dans la tempête nocturne. J'ai couru sous la pluie glaciale battante, fendant la boue et l'herbe haute de la lande, sans m'arrêter ni regarder en arrière une seule seconde, jusqu'à apercevoir les premières lumières réconfortantes du village à plusieurs kilomètres de là. J'ai frappé à la porte de la maison de mon oncle jusqu'à m'en écorcher les jointures en sang. Quand il m'a ouvert les yeux rougis par le sommeil, mon état de choc devait être indescriptible. Je n'ai pas pu formuler la moindre phrase cohérente, je tremblais de façon convulsive en pointant frénétiquement le doigt dans la direction de la maison isolée. Mon oncle a immédiatement compris, en voyant mes yeux exorbités, que quelque chose d'anormal s'était produit. Il a enfilé son manteau en silence, a saisi une lourde lampe torche et son fusil de chasse dans l'entrée, et nous sommes retournés ensemble sur les lieux au petit matin, lorsque les premières lueurs grises et maladives de l'aube dissipaient enfin les ténèbres. La porte d'entrée de la bâtisse battait violemment au gré du vent. Nous sommes montés dans la chambre à l'étage, larmes en joue. L'air y était d'un froid absolument polaire, bien pire qu'à l'extérieur. La lampe de chevet était éteinte. Mon oncle a balayé la pénombre de la pièce avec le puissant faisceau lumineux de sa torche. Le grand lit à baldaquin était totalement vide. Les draps blancs étaient arrachés avec violence, traînant lamentablement sur le parquet poussiéreux. Mon oncle a continué d'inspecter la pièce avant de pousser une exclamation étouffée. Monsieur Kervarek était là. Son cadavre froid ne se trouvait plus sur le lit, mais il était recroquevillé de manière abjecte dans un coin sombre de la pièce, juste au pied de l'armoire à glace. Ses bras décharnés entouraient ses genoux dans une position fétale grotesque et impossible à cause de la raideur cadavérique. Le bandage de sa mâchoire était en lambeaux, éparpillé en morceaux autour de lui sur le sol. Son visage figé était tourné vers le haut, fixant avec insistance le grand miroir. Ses yeux n'avaient plus les pièces de monnaie en cuivre, ils étaient grands ouverts, injectés d'un sang noir et coagulé. Quant au vieux miroir en chêne massif, le lourd drap noir gisait pitoyablement sur le sol, et le verre épais, jadis intact, était profondément fendu en son centre. Il était parcouru d'une immense toile d'araignée de fissures éclatées, comme si quelque chose de monumental, d'une force inimaginable, avait frappé la surface avec une rage destructrice. Ou, pensée bien plus terrifiante, comme si quelque chose s'était violemment frayé un chemin de l'intérieur de la glace glacée vers notre monde. Mon oncle n'a pas prononcé le moindre mot, son visage blême trahissant une terreur muette.
Il a enroulé le cadavre contorsionné dans des couvertures épaisses avec une précipitation presque fiévreuse, puis a refermé la maison isolée à double tour. Il n'a jamais voulu parler de ce que nous avions découvert ce matin-là, classant officiellement l'incident auprès des autorités médicales comme une décomposition violente associée à un effondrement musculaire post-mortem fulgurant. Mais je sais pertinemment ce qu'il pensait réellement de cette nuit. Je l'ai vu, les jours suivants, briser méthodiquement à coups de marteau tous les miroirs décoratifs présents dans sa propre maison de pompe funèbre. Je n'ai plus jamais fait de veillée de ma vie, refusant catégoriquement d'approcher un corps sans vie. J'ai déménagé loin de la rudesse de la Bretagne et de ses légendes trop vivaces. Mais encore aujourd'hui, lorsque je me réveille seul, en sueur, au milieu de la nuit étouffante, je me sens obligé de jeter un drap ou un vêtement sur le miroir de ma propre chambre. Car je sais désormais qu'un cadavre humain est bel et bien un réceptacle complètement vide, et qu'il suffit d'une seule fenêtre bloquée et d'un reflet malencontreusement découvert pour que l'invisible qui rôde dans le noir décide finalement d'y trouver refuge. Le vide appelle le vide. Il est terrifiant de réaliser à quel point un simple reflet peut pervertir la mort. Nous aimons croire que notre époque moderne nous protège de ces superstitions d'un autre âge. Que nos hôpitaux, avec leurs néons aseptisés et leurs murs en acier inoxydable, sont des bastions impénétrables de la science et de la raison. Mais les morgues sont, par définition, des salles d'attente pour l'éternité. Et dans ces sous-sols isolés où le froid artificiel imite avec cynisme le frisson de la tombe, certaines règles très anciennes refusent obstinément de mourir. La technologie ne peut pas conjurer l'indicible. Notre prochain témoin a appris à ses dépens que la froideur clinique de la science n'a aucun pouvoir face à la mémoire maudite des montagnes, et que sous les néons blafards, les cauchemars trouvent toujours un chemin. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, et j'ai travaillé pendant 2 ans comme technicienne de laboratoire et assistante médico-légale dans un petit hôpital de la vallée de Chamonix. C'est un établissement modeste, coincé entre des sommets écrasantes, où l'on traite principalement les accidents de ski, les hypothermies et inévitablement les tragédies de la haute montagne. La morgue se trouvait au 2e sous-sol, un endroit coupé du monde, accessible uniquement par un monte-charge grinçant. C'était un univers de carrelage blanc, de tables d'autopsie en inox étincelant et de bourdonnements continus générés par les puissants compresseurs des chambres froides. J'étais une fille de la ville, cartésienne jusqu'au bout des ongles, fière de mon esprit scientifique. Pour moi, un cadavre n'était qu'un puzzle de chair et de tissu, un organisme biologique dont l'horloge interne s'était définitivement arrêtée. Une nuit de janvier, alors qu'une tempête de neige d'une violence rare paralysait toute la région, un corps particulièrement inhabituel nous a été livré par le peloton de gendarmerie de haute montagne. Il avait été recraché par le glacier des Bossons, découvert par hasard lors d'une patrouille. Il s'agissait d'un alpiniste disparu des décennies plus tôt, probablement dans les années 70 au vu de son équipement en lambeaux. Le corps était dans un état de conservation stupéfiant, figé dans un bloc de glace bleutée. La congélation extrême avait stoppé toute putréfaction. Sa peau était translucide, presque marmoréenne, et ses traits étaient parfaitement intacts, figés dans une expression de fatigue indicible. C'est Marcel, le vieux brancardier de nuit, un homme du pays né dans les vallées reculées de Savoie, qui m'a aidé à transférer la lourde housse mortuaire sur la table centrale de dissection. Marcel était d'ordinaire un homme jovial, mais ce soir-là, son visage était d'une pâleur cadavérique. Il regardait l'inconnu du glacier avec une profonde méfiance, presque avec de la peur. Avant même que je puisse préparer mes instruments pour procéder à l'inventaire des effets personnels, Marcel a plongé la main dans la grande poche de sa blouse usée et en a sorti un petit sachet de toile. Avec une solennité qui détonnait totalement avec l'environnement clinique, il a pincé une généreuse poignée de grosses selles de roche. Il en a déposé soigneusement sur les paupières closes et bleutées du mort, puis il a forcé doucement les lèvres gelées pour en glisser une poignée directement sur sa langue. Je l'ai regardé faire, interloqué. « Marcel, qu'est-ce que tu fabriques ?» lui ai-je demandé, agacé. « Tu vas contaminer la cavité buccale avant l'examen du médecin légiste de demain matin. »
Il a lentement relevé les yeux vers moi, son regard sombre contrastant avec la lumière crue des néons. C'est une règle de la vallée, Camille. Les anciens savaient comment ça marche. La montagne réclame toujours son dû. Elle aspire l'âme des hommes qui meurent de froid, mais la glace fige leur chair dans une prison parfaite. Sans ce sel purifié, un corps conservé intact par le givre devient une coquille ouverte, une porte d'entrée pour ceux qui rôdent dans le blizzard. Il ne doit surtout pas dégeler sans protection. Ne retire pas ce sel avant qu'il ne soit à température ambiante, c'est un conseil d'ami. J'ai réprimé un soupir condescendant. Le folklore savoyard était riche en esprits malins, en dahus et en légendes de fées mauvaises, mais je n'avais pas de temps à perdre avec ces balivernes. J'ai hoché la tête pour le rassurer et le faire partir. Dès que les portes du Mont-Char se sont refermées sur Marcel, m'abandonnant à la solitude glacée du sous-sol, j'ai attrapé une compresse stérile. Sans la moindre hésitation, j'ai balayé le gros sel des yeux de l'alpiniste et j'ai utilisé une pince pour retirer méticuleusement chaque cristal de sa bouche. Je devais prendre des photographies préliminaires du visage pour les archives de la gendarmerie. L'heure qui a suivi s'est déroulée dans un silence absolu, brisé uniquement par le ronronnement des moteurs de réfrigération et le crépitement lointain du vent contre les rares conduits d'aération. J'étais assise à mon bureau, situé à l'autre bout de la pièce, tapant mon rapport d'admission. Le corps, exposé à l'air sec et légèrement chauffé de la salle d'autopsie, commençait son inévitable processus de dégel. C'est le bruit de l'eau qui a d'abord attiré mon attention. Asterisk ploc, 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 asterisk. L'eau de fonte glissait de la table en acier inoxydable pour s'écraser sur le carrelage avec une régularité de métronome. Ce son, pourtant anodin, a commencé à vriller mes nerfs de façon irrationnelle. Je ressentais une pression étrange dans l'atmosphère de la pièce, comme la lourdeur électrique qui précède un violent orage. Soudain, un bruit bien plus distinct s'est fait entendre. Un craquement sec, semblable à celui d'une branche de bois mort qu'on brise en deux. J'ai levé les yeux de mon écran. Sur la table, le bras droit du Maccabée, qui était auparavant fermement plaqué contre son flanc, avait glissé. Sa main pendait maintenant dans le vide, l'eau s'égouttant de ses doigts pâles. Mon cœur a accéléré. Mon esprit rationnel s'est immédiatement mis en marche. C'était normal, me disais-je. En dégelant, les fibres musculaires se gorgent de fluide, les tendons se relâchent et les articulations figées depuis des décennies se remettent en place sous l'effet de la gravité. Ce n'était que de la simple physique de décongélation. Je me suis levé pour remettre le bras sur la table. En approchant, la température autour du corps m'a frappé. Il ne dégageait pas seulement du froid, il semblait littéralement aspirer la chaleur ambiante. Lorsque j'ai saisi son poignet pour le soulever, la chair était dure, rugueuse, mais terriblement malléable. J'ai replacé son bras sur son abdomen. C'est à cet instant précis que j'ai remarqué son visage. Sa bouche, que j'avais personnellement refermée après avoir enlevé le sel, s'était entr'ouverte. À l'intérieur, les cristaux de glace qui tapissaient sa gorge fondaient, créant un léger bruit de succion humide. Slurp, clac. Je me suis figé, la main encore posée sur son torse froid. Une odeur abjecte a soudain émergé de sa cavité buccale. Ce n'était pas l'odeur caractéristique de la mort ou de la putréfaction, mais une senteur pénétrante d'ozone, de roches humides et d'un froid si ancien et si polaire qu'il irritait directement la muqueuse de mon nez. Puis, les néons blancs du plafond ont commencé à grésiller violemment. La lumière a chuté d'un coup, plongeant la morgue dans une semi-pénombre clignotante. Crac! Ce n'était pas un simple tendon qui se relâchait. Sous mes doigts terrifiés, la cage thoracique de l'alpiniste s'est soulevée d'un bloc. Une inspiration profonde, gutturale, saccadée, a déchiré le silence de la pièce. L'air a été aspiré avec une force inouïe à travers ses lèvres mortes. J'ai reculé d'un pas, chancelante, heurtant mon chariot médical dans un fracas métallique assourdissant. La science venait de s'effondrer. Les poumons d'un homme mort depuis 40 ans ne pouvaient pas se remplir d'air. C'était une impossibilité anatomique, une violation absolue des lois de la nature. Sous mes yeux exorbités, le cadavre a lentement tourné sa tête vers moi.
Le mouvement de ses vertèbres cervicales a produit un bruit de broyage effroyable, comme des pierres que l'on écrase les unes contre les autres. Ses paupières, dépourvues du sel protecteur, se sont ouvertes avec un déchirement de chair molle. Il n'y avait plus d'yeux humains dans ses orbites. À la place de l'iris et de la pupille, il n'y avait qu'une noirceur insondable, semblable à des puits de ténèbres reflétant les abîmes les plus sombres des crevasses glaciaires. La chose qui animait ce corps m'a fixé avec une haine ancestrale, pure et palpable. Ses lèvres bleutées se sont retroussées en un rictus carnassier, dévoilant des dents noircies. Et dans un murmure rocailleux, un râle saturé de glace et de terre, une voix résonnant avec l'écho des cavernes a articulé une phrase dans une langue ancienne. Un dialecte rude qui m'a glacé le sang sans même que j'en comprenne le sens exact. Dans un éclat de terreur pure, j'ai vu le cadavre s'agripper au rebord de la table en acier. Ses muscles morts se tendaient à l'extrême. Il se hissait en position assise, ses articulations hurlant sous l'effort contre nature. Je n'ai pas cherché à analyser quoi que ce soit de plus. La panique a pris le contrôle total de mes actes. J'ai fait demi-tour et j'ai couru de toutes mes forces vers les portes métalliques du couloir. J'ai tapé frénétiquement le code de sécurité sur le clavier mural, mes mains tremblant tellement que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Derrière moi, un bruit mat, lourd et mouillé m'indiqua que les pieds nus de la créature venaient de toucher le carrelage de la morgue. Les portes se sont finalement déverrouillées. Je me suis précipité dans le couloir, les claquant derrière moi, et j'ai tourné la lourde clé de secours dans le barillet. Je me suis effondré au sol, haletante, adossé à l'acier froid. Pendant de longues et interminables minutes, j'ai entendu des pas lourds, asymétriques, traînant sur le sol à l'intérieur. Puis, 2 coups massifs, effroyablement puissants, ont résonné contre la porte blindée, faisant trembler le mur entier, suivi du glapissement aigu et inhumain d'une bête frustrée. J'ai passé le reste de la nuit recroquevillé dans les escaliers de secours, incapable d'aligner 2 pensées cohérentes. Quand le légiste est arrivé à 7 heures du matin, suivi de Marcel, je leur ai balbutié que le corps avait eu de violents spasmes post-mortem. Ils ont ouvert la morgue avec précaution. La salle était sens dessus dessous. Le chariot était renversé, les instruments éparpillés. Et la table d'autopsie était recouverte d'une immense flaque d'eau fondue, mais elle était vide. Nous avons retrouvé l'alpiniste à l'autre bout de la pièce, recroquevillé dans le coin le plus sombre, recroquevillé en boule. Son processus de dégel était totalement terminé. Il était à nouveau inerte. Le médecin légiste a marmonné quelque chose à propos de convulsions liées à la libération extrême de gaz emprisonnés par la glace. Mais en regardant le visage du cadavre, j'ai vu que ses lèvres s'étaient refermées. Et par terre, dispersés autour de lui, se trouvaient des dizaines de grains de sel de roche écrasés. Marcel m'a jeté un regard empreint d'une pitié terrifiante. J'ai démissionné de l'hôpital le jour même. Je ne m'approche plus des montagnes et surtout, je n'ignore plus jamais les vieilles règles. Car je sais que ce qui dort sous la glace ne rêve que d'une chose, qu'on lui ouvre la porte pour échapper au froid de la mort. La mort fige la chair, mais elle libère parfois des forces que notre monde n'est pas censé abriter. Qu'elle frappe sur les sommets glacés ou dans le silence asphyxiant de nos vallées, elle s'accompagne toujours d'un cortège de croyances anciennes. Mais que se passe-t-il lorsque l'on profane accidentellement le repos d'un défunt dans une région où les frontières avec l'au-delà sont jalousement gardées? Notre dernier récit nous emmène sur l'île de Beauté, en Corse, une terre de mystère où le respect dû aux morts n'est pas une simple formule de politesse, mais une question de survie psychologique. Préparez-vous à plonger dans une angoisse suffocante. Je m'appelle Antoine, j'ai 40 ans et j'ai grandi dans un petit village perché de la Castagniccia, en Haute-Corse. Chez nous, la mort est une affaire publique et profondément sacrée. Les traditions funéraires ne sont pas de simples habitudes, ce sont des lois inviolables dictées par le respect et la crainte des anciens. À l'âge de 22 ans, j'ai commencé à travailler comme assistant pour les pompes funèbres locales, dirigées par un vieil ami de mon père, M. Paoli. En Corse, la veillée mortuaire traditionnelle à domicile est encore courante. Lorsqu'une personne s'éteint, le corps est lavé, habillé, puis exposé dans le salon familial pendant 2 jours pleins.
Les fenêtres doivent impérativement être fermées, les volets tirés et les horloges arrêtées. Mais M. Paoli m'avait enseigné la règle la plus importante, celle qui ne figure dans aucun manuel de thanatopraxie. Une règle transmise par les Mazeri, ces chasseurs d'âmes de nos légendes insulaires. Il me disait souvent d'une voix grave, « Antoine, quand tu prépares le mort dans le silence absolu de la maison, il arrive que l'air se compresse d'une drôle de façon. Si tu entends quelqu'un chuchoter ton prénom derrière toi, ne te retourne pas et ne réponds jamais. Et surtout, ne dis jamais « oui ». Car le mort, avant de partir, cherche toujours un dernier compagnon pour son voyage. Je mettais cela sur le compte des vieilles superstitions paysannes, ces histoires conçues pour faire frissonner les touristes et les plus jeunes. Jusqu'à un étouffant soir d'août où j'ai dû préparer le corps de Madame Luxioni. C'était une veuve taciturne, crainte dans tout le village pour son mauvais caractère, qui vivait seule dans une immense et oppressante demeure en pierre sombre au bout d'un chemin de terre isolé. Elle avait été retrouvée morte dans sa cuisine, foudroyée par une rupture d'anévrisme. La famille, habitant sur le continent, ne devait arriver que le lendemain. Monsieur Paoli étant cloué au lit par une forte fièvre, il m'avait envoyé seul pour faire la toilette funéraire et installer la chapelle ardente. La chaleur à l'intérieur de la maison était écrasante. L'odeur d'encaustique, de lavande séchée et cette légère âcreté typique des vieilles bâtisses créaient une atmosphère moite et presque irrespirable. J'ai installé le corps de Madame Luxioni sur son grand lit en bois de chêne massif, au centre du salon. Son visage, parcheminé par les années et le rude soleil corse, était dur, sévère, même dans le repos éternel. Ses mains croisées sur sa poitrine, elle semblait juger silencieusement chacun de mes gestes. Conformément à la tradition, j'ai fermé les lourds volets de bois, stoppé le lourd balancier de la vieille horloge comtoise et allumé les 4 cierges disposés au coin du lit. Le silence est devenu total. Un silence incroyablement lourd, oppressant, seulement troublé par le crépitement irrégulier des flammes. J'étais penché, très concentré sur l'ajustement du drap mortuaire blanc, quand un frisson brutal m'a parcouru la nuque, comme si on venait de frotter un morceau de glace directement sur ma colonne vertébrale. « Antoine !» C'était un chuchotement infime, rocailleux, venant distinctement du coin sombre de la pièce, près de la porte d'entrée. J'ai sursauté et je me suis retourné d'un bloc. Il n'y avait absolument personne. Juste les ombres longues et dansantes projetées par les bougies sur les murs de pierre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade contre mes côtes. J'ai respiré un grand coup pour calmer l'adrénaline. C'était le vent s'engouffrant sous la porte, le craquement naturel de la vieille charpente sous la chaleur, ou simplement mon esprit fatigué qui me jouait des tours. J'ai repris ma tâche, lissant le tissu sur les jambes raides de la défunte, m'efforçant de ne pas trembler. « Antoine !» Plus fort cette fois, plus près, exactement derrière mon oreille gauche. Une voix sèche, dépourvue de toute salive, ressemblant au frottement désagréable de 2 feuilles mortes écrasées l'une contre l'autre. La fameuse règle de M. Paoli a résonné dans mon crâne comme un coup de tonnerre. Astérisque ne répond jamais astérisque. Mais l'instinct humain est un piège redoutable. La politesse conditionnée depuis l'enfance et la peur panique d'être agressé m'ont fait perdre tout discernement. Sans réfléchir, la gorge nouée, j'ai bafouillé d'une voix tremblante. « Oui, il y a quelqu'un. » Dès l'instant où cette syllabe a franchi mes lèvres, l'air de la chambre s'est figé. Les flammes des bougies se sont écrasées d'un coup, se réduisant à de minuscules points incandescents, plongeant la pièce dans une pénombre terrifiante. Une chute de température vertigineuse a pétrifié mes muscles. Et puis, juste sous mes mains, le corps de Madame Luxioni a bougé. Ce n'était pas un simple spasme dû au gaz ou au relâchement des tendons. J'ai senti ses 2 mains, glacées et dures comme de la pierre, se décrisper d'un seul coup de sa poitrine pour venir s'agripper violemment à mes poignets. Ses doigts noueux se sont enfoncés dans ma chair avec une force mécanique inouïe. J'ai poussé un cri d'effroi strident, essayant de me dégager, mais sa prise était d'une puissance totalement anormale, impossible pour un organisme mort depuis 12 heures. Tétanisé, j'ai levé les yeux vers son visage. Sa tête s'était lentement tournée vers moi sur l'oreiller,
ses vertèbres craquant lugubrement dans le silence mortuaire. Ses yeux étaient toujours fermés, mais ses lèvres fines et violacées s'étiraient maintenant en un sourire narquois, un rictus de pure malveillance, dévoilant des dents jaunies. « Tu as dit oui », a soufflé une voix qui ne venait pas de sa bouche, mais qui semblait émaner de la chair morte elle-même, résonnant directement à l'intérieur de ma boîte crânienne avec une clarté insoutenable. La panique totale s'est emparée de mon esprit. J'ai tiré sur mes bras de toutes mes forces, sentant ses ongles sales érafler ma peau et déchirer l'épiderme. Dans un ultime élan de survie animale, j'ai posé mon pied contre le bord du lit en chaîne et j'ai poussé de tout mon poids pour m'arracher à son étreinte. J'ai basculé en arrière, tombant lourdement sur le parquet massif. Ses doigts me lâchèrent enfin dans un craquement de tissu, arrachant un morceau entier du poignet de ma chemise. Je ne me suis pas attardé pour essayer de rationaliser l'impossible. J'ai rampé à reculons, les yeux fixés avec horreur sur le lit. La tête de la défunte était revenue au centre, droite sur son oreiller. Ses mains étaient retombées sur les draps, totalement inertes. Mais ce putain de sourire, ce sourire atroce était toujours gravé sur ses traits morts. J'ai bondi sur mes pieds et j'ai fui la maison en courant, arrachant la porte d'entrée, hurlant à plein poumon dans la nuit corse, abandonnant le corps, les bougies et ma dignité. J'ai couru sans m'arrêter jusqu'à la gendarmerie du village voisin, le souffle court, expliquant de manière totalement incohérente que le corps m'avait attaqué et agrippé. Bien sûr, ils ne m'ont pas cru un seul instant. Ils sont allés vérifier, persuadés de trouver la maison cambriolée ou vandalisée par des rôdeurs. Ils ont trouvé Madame Luxioni exactement là où je l'avais laissée, les traits reposés et redevenus neutres. Sauf qu'entre ses doigts raidis, fermement croisés sur sa poitrine, ils ont retrouvé un morceau de tissu ensanglanté appartenant à ma chemise. Et le médecin qui a examiné mes poignets tuméfiés le lendemain matin a formellement confirmé que les hématomes profonds et les griffures avaient été causés par des mains humaines. Des mains d'une extrême rigidité. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans les pompes funèbres. Aujourd'hui, je travaille bien loin de la mort. Mais la malédiction de mon erreur me poursuit inlassablement. De temps en temps, lorsque je suis seul dans le noir et que le silence se fait trop pesant, j'entends ce frottement rocailleux chuchoter doucement mon prénom. Je me mords alors les lèvres jusqu'au sang pour être absolument certain de ne jamais y répondre. Car je sais que, tapi dans les ténèbres insondables, cette chose attend patiemment que je lui dise oui une nouvelle fois. Nous touchons à la fin de notre plongée dans les ténèbres. Les corps que nous laissons derrière, nous ne sont peut-être pas que des coquilles vides. Ils sont parfois les portes d'un monde que notre esprit refuse d'accepter, des réceptacles attendant patiemment qu'une vieille règle soit ignorée, qu'une fenêtre reste fermée ou qu'une voix brise le silence interdit. Si ces récits vous ont glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager en commentaire vos propres expériences inexplicables. Et cette nuit, avant de fermer les yeux, soyez attentifs aux bruits infimes qui vous entourent, et si quelqu'un murmure votre prénom dans l'obscurité, je vous en conjure, ne répondez jamais. À très bientôt pour de nouveaux récits terrifiants. Dormez bien, si vous le pouvez.